Bonjour à tous, on va débuter parce qu'on m'indique qu'on a pris du retard sur le programme de la journée. Si vous permettez, donc je vais dire 2-3 mots en début de séance. Le premier pour remercier nos intervenants, Monsieur Mohamed Benchaboun, qui est le président du fonds Mohamed VI pour l'investissement, Monsieur Ali Saddeqi, qui est le président de l'AMDIE, et merci à vous deux, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Et je voudrais également remercier en fait tous ceux qui ont fait le déplacement du Maroc et qui sont aujourd'hui des notes pour venir. L'actualité nous a rattrapés, mais les capacités d'anticipation et de prévision de l'Infraweek ont fait qu'on a imaginé cette session au mois d'avril dernier. Et donc nos différents interlocuteurs, au mois de juillet dernier, avaient donné leur accord pour participer aujourd'hui avec nous. On les remercie. Je remercie également ceux qui ont fait le voyage d'encore plus loin que le Maroc pour venir parler du Maroc, puisqu'en fait le Maroc est devenu un sujet global, avec des investisseurs, en tout cas un intérêt manifeste global. Et aujourd'hui, je voudrais tous vous remercier. C'est le premier point. Deuxième point, et ça va être très rapide, je voudrais juste expliquer ce qu'est l'Infraweek. L'Infraweek est une plateforme où on réunit les différents types d'acteurs, publics, privés, les acteurs internationaux. On fait venir le G20 parce qu'une bonne partie du financement des infrastructures se décide aujourd'hui dans ces instances-là. Et tous les ans, on invite, en fait, donc public, privé, pour échanger, pour imaginer comment construire le monde de demain, puisqu'en fait, le monde de demain, comme l'indique notre titre, est un monde qu'on souhaite construire décarboné. Et tout passe par les infrastructures, en tout cas une partie importante passe par les infrastructures. Et pour construire ce monde de demain. Et comme l'actualité nous a rattrapés, juste un petit mot en fait sur tous les accords qui ont été signés. Je crois qu'il y a dû y avoir une vingtaine. Les 3/4 de ces accords ont quasiment tous, enfin concernent une bonne partie les infrastructures, tout type d'infrastructures, les énergies renouvelables, la mobilité, le transport dans ces différentes verticales, le numérique, l'aménagement du territoire. Cette question va beaucoup se poser, notamment dans la perspective de la Coupe du Monde. Donc il y a beaucoup de sujets, un grand intérêt pour le Maroc. Monsieur le directeur général, je vous cède la parole. Et l'idée, en fait, de cette session, c'est qu'on arrive à sortir avec, je dirais pas une feuille de route, mais en tout cas un certain nombre d'idées qu'on va essayer de structurer, de mettre en place et de construire progressivement dans le temps. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi d'être parmi vous pour cet Infraweek. C'est un événement qui nous donne l'occasion de réfléchir ensemble et de partager nos points de vue sur un ensemble de sujets qui concernent l'infrastructure. Et ce sujet de l'infrastructure est davantage crucial pour mon pays, le Royaume du Maroc. Comme vous le savez, notre rencontre intervient à un moment important, très important, qui a été marqué par un renouveau des relations franco-marocaines. La signature, ça a été rappelé à l'instant, la signature à l'occasion de la visite d'État, lundi dernier, de la déclaration sur un partenariat d'exception renforcé entre Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président Emmanuel Macron, inaugure de l'ouverture d'un nouveau livre, je reprends les termes du président, un nouveau livre lucide et tourné vers l'avenir, et également d'une nouvelle phase audacieuse de coopération. Il y a une quarantaine d'accords qui ont été signés à cette occasion, une vingtaine effectivement devant les deux chefs d'État et une autre vingtaine à l'occasion du forum économique qui a été tenu le lendemain. Ces accords témoignent d'une volonté commune de renforcer les échanges économiques, culturels et stratégiques entre nos deux pays. Nous vivons dans un contexte en perpétuel changement et nous sommes confrontés à des défis écologiques, économiques et géopolitiques. Et partant, il est vital pour nos deux pays de consolider nos alliances. Le domaine des infrastructures durables se présente comme un espace privilégié de coopération entre le Maroc et la France. En effet, ces infrastructures répondent aux attentes de nos sociétés et en particulier en termes de mobilité, de sécurisation des ressources en eau, c'est un sujet crucial pour le Maroc, de transition énergétique et d'innovation technologique. Aujourd'hui, le Maroc s'affirme comme une terre d'opportunités grâce à un climat d'affaires en constante amélioration. Et depuis plus de 2 décennies, le Maroc travaille sur des réformes ambitieuses qui ont permis de moderniser les infrastructures, qui sont aujourd'hui de classe mondiale, de simplifier les processus administratifs et d'ouvrir de nouveaux secteurs aux investisseurs.
L'industrie automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables sont des exemples concrets. Notre stabilité politique, les accords de libre-échange stratégiques avec l'Union européenne, en particulier avec les États-Unis, mais nous en avons une cinquantaine, font de nous un carrefour stratégique entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Le Maroc est également engagé pour le développement durable. Il s'est fixé de dépasser 50% des énergies renouvelables à l'horizon 2030. La part des énergies renouvelables aujourd'hui est de 38%. Et cette ambition répond aux attentes croissantes en matière d'investissement responsable. Et malgré les défis, la vision de Sa Majesté est limpide: construire une économie résiliente, innovante et inclusive, capable de relever les enjeux du futur. Je disais, le Maroc est une terre d'opportunités qui attire des investisseurs grâce à un cadre institutionnel solide, des ressources humaines jeunes et qualifiées, et un environnement macroéconomique stable et une économie ouverte. La feuille de route marocaine pour améliorer le climat des affaires s'appuie sur 3 piliers: faciliter et encourager les investissements, renforcer la compétitivité et promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation. Un aspect central de cette stratégie repose sur la décentralisation. La décentralisation des conventions d'investissement vers les régions, en ligne avec la politique du pays en matière de régionalisation avancée, et cette approche permet de mieux ancrer les projets d'investissement dans les territoires. Il favorise le développement équitable et assure des retombées socio-économiques significatives sur l'ensemble du pays. Les infrastructures durables sont définitivement un sujet de territoire. Je citerai juste un seul exemple: Tanger Med, qui occupe aujourd'hui le premier port méditerranéen, et il a joué un rôle central dans l'éclosion dans la région du nord marocain, avec l'installation de centaines d'unités industrielles et également la création de dizaines de milliers d'emplois. Depuis plusieurs décennies, le Maroc a bâti son modèle de développement autour de l'investissement mixte. La part de l'État dans l'investissement public a représenté en 2023 21% du PIB, ce qui représente le 2/3 de l'ensemble des investissements au Maroc. Nous avons besoin, pour aller vite, pour répondre aux échéances importantes qui attendent notre pays, de changer de paradigme et de faire en sorte que la part du secteur privé puisse soit beaucoup plus importante à l'avenir. Nous ambitionnons même d'inverser les proportions et de faire en sorte que la part du privé soit de 2/3 et que la part du public devienne de 1/3. Mais pour cela, il faut changer, je disais, de paradigme et travailler de manière différente. Et pour cela, le Maroc s'appuie sur notamment 2 piliers: la nouvelle charte d'investissement et la création du Fonds Mohamed VI, ou l'opérationnalisation du Fonds Mohamed VI pour l'investissement, qui, dont le rôle principal est de faire levier sur l'argent public, son capital initial et les capitaux publics qui vont venir à l'avenir, pour fédérer de l'investissement privé. Donc ce fonds souverain vise à relever les capacités de l'économie nationale et à accompagner et financer les grands projets stratégiques, dont l'infrastructure, bien évidemment, dans le cadre de partenariats publics-privés. Le fonds intervient donc directement dans ces projets importants, mais aussi indirectement en tant que fonds de fonds, par le biais de fonds sectoriels et thématiques qu'il structure pour couvrir différents domaines prioritaires dans la politique de l'État. Donc c'est dans ce sens que le fonds a mis en place plusieurs projets pour soutenir le développement de notre économie. Parmi celles-ci, il y a une participation directe, par exemple, dans la nouvelle usine de production des vaccins qui va assurer la souveraineté sanitaire du Maroc dans ce domaine et qui va pouvoir exporter dans le continent. En plus de ces investissements directs, le fonds a construit un écosystème solide de capital investissement en partenariat avec des acteurs financiers nationaux et internationaux. Près de 2 milliards d'euros ont été mobilisés pour soutenir une quinzaine de fonds thématiques généralistes ou spécialisés dans des secteurs comme l'industrie, le tourisme ou encore l'agriculture. L'objectif est de créer des leviers significatifs pour les entreprises marocaines et de tripler la taille de l'industrie du private equity dans notre pays. Le fonds a également mis en place des instruments financiers innovants
de quasi-capital en cofinancement avec le système bancaire et dont l'objet est de combler l'insuffisance en fonds propres qui freine de nombreuses entreprises, notamment de taille intermédiaire, dans la concrétisation de leurs projets d'investissement. Dans le domaine de l'innovation et des start-up, le fonds a lancé un projet ambitieux qui vise à renforcer l'écosystème technologique et à soutenir les activités à fort potentiel de croissance. Plusieurs fonds de capital risque vont bientôt éclore, bénéficiant d'un financement de 150 millions d'euros de la part du fonds. S'agissant de l'infrastructure, l'ambition du fonds est de favoriser les investissements privés dans les secteurs qui, jusqu'alors, étaient largement financés et soutenus par le budget de l'État, je le disais tout à l'heure, en multipliant les partenariats publics-privés. Et dans cette optique, le protocole qui a été signé lundi dernier devant Sa Majesté le Roi et le président Emmanuel Macron, intitulé « L'accélérateur d'investissement Maroc-France », constitue une avancée significative. Ce protocole associe le Fonds Mohamed VI à des institutions financières françaises, BPI France, l'Agence française de développement, Proparco, STOA et Expertise France. Ce partenariat inédit est le premier de cette envergure entre le Maroc et des acteurs publics français de l'investissement. Il est conçu dans un esprit d'équité et de bénéfices mutuels. Il se concentre sur des secteurs stratégiques pour le Maroc, notamment l'énergie, l'eau et les infrastructures de transport. Ce protocole prévoit la création d'une JV de développement, une JV à 50-50, de développement entre le Fonds Mohamed VI et STOA, doté d'un capital de départ de 300 millions d'euros. Cette JV travaillera en étroite collaboration avec le groupe AFD, avec BPI France, ainsi qu'avec d'autres partenaires européens et internationaux, afin d'explorer les sources de financement complémentaires. Je disais levier, l'ambition est de lever à peu près 2,6 milliards d'euros. En matière de gouvernance et de transparence, le Fonds Mohamed VI pour l'investissement s'engage fermement à garantir une gestion exemplaire à travers notamment des structures ou des instances d'administration exemplaires, des processus de sélection des partenaires qui soient transparents, des comités renforcés par des experts internationaux et enfin, en insérant les normes les plus élevées en matière de RSE. Mesdames et messieurs, pour clore, je dirais que simplement à l'aube de cette nouvelle ère de partenariat et de collaboration entre le Maroc et la France, le Maroc réaffirme son engagement envers un développement inclusif et durable. La réussite des projets d'investissement et le développement des infrastructures dépendent de notre capacité collective à maintenir cet élan et à attirer des capitaux et à orienter ces ressources vers les secteurs prioritaires pour assurer un avenir meilleur pour tous. Juste après notre table ronde, je tiendrai plusieurs réunions avec nos partenaires pour initier le processus d'opérationnalisation des actions prévues dans le cadre du protocole dont je viens de parler. Et je vous invite, chers amis, à saisir l'opportunité due à cette Assemblée pour échanger et construire ensemble les bases d'une coopération durable marquée par la confiance et l'innovation. Je suis convaincu que nos discussions d'aujourd'hui ouvriront la voie à des initiatives inspirantes et concrètes, consolidant la position du Maroc en tant que partenaire de choix et partenaire stratégique de la France. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Un discours très riche, beaucoup d'initiatives, beaucoup de sujets. Je vais en retenir deux thématiques, deux points que vous avez évoqués, le changement de paradigme et la mobilisation des financements privés. On va en faire notre objet de la discussion d'aujourd'hui. Beaucoup de projets. Alice Deré, président de l'AMDIE. Je vous laisse présenter l'AMDIE en deux mots, et puis, je vous en prie, allez-y. Et présenter aujourd'hui les projets qui vous semblent être les plus pertinents, ou en tout cas les plus à même de répondre à notre problématique d'aujourd'hui sur les infrastructures. Merci aux organisateurs de nous donner la possibilité d'échanger sur le développement des infrastructures qui est attendu dans le Royaume dans les prochaines années. Et il est difficile de parler de ce qui est à venir sans mentionner ce qui a été fait, pour vraiment donner de la perspective à ce qui nous attend. En 1999, année d'accession de Sa Majesté le Roi Mohamed VI au trône, la couverture
électrique du Maroc était inférieur à 50%. Et ça a été peut-être le premier grand chantier qu'a initié le souverain, qui est ce qu'on appelle le PERG, le programme d'électrification rurale généralisée, qui a permis de couvrir l'intégralité, ou la quasi-intégralité du royaume. On est aujourd'hui à plus de 99%. À telle enseigne qu'aujourd'hui, on est en mesure d'accueillir un site de ST Microélectronique qui fait des modules de puissance pour Tesla en Allemagne et qui ne peut pas souffrir de micro-coupures. Donc c'est vous dire la qualité de cette infrastructure qui a été mise en œuvre sur les 25 dernières années. Le Maroc est classé numéro 1, vous le savez, les classements internationaux en Afrique, pour la qualité de son infrastructure, parfois avec de meilleurs classements que des pays européens. Nous avons le premier port d'Afrique, premier port à conteneurs d'Afrique et de Méditerranée. Nous avons la première ligne à grande vitesse du continent africain. Le deuxième réseau autoroutier, et avec son extension, on a près de 1800 km aujourd'hui d'autoroute et on va passer à 3000 à l'horizon 2030, ce qui en fera le premier réseau autoroutier du continent. On a le premier réseau aéroportuaire également, la meilleure connectivité Internet. Donc voilà, près de 25 ans d'investissement constant dans le développement de cette infrastructure. Et ça a été rappelé par monsieur le directeur général du Fonds Mohamed VI, monsieur Ben Chaboun. Il y a eu un grand moment dans cette histoire économique qui s'écrit au Maroc, qui était le moment de réflexion sur ce qu'allait être le Maroc à horizon 2035. C'est le nouveau modèle de développement qui était appelé des vœux du souverain. Partant du constat qu'en fait beaucoup avait été fait. Il faut rappeler que le Maroc n'est pas un pays oil and gas, on est un pays sans gaz ni pétrole, mais c'est dit comment on va pouvoir vraiment assurer cette émergence durable de l'économie marocaine et créer de l'emploi pour nos jeunes. Et ce nouveau modèle de développement devait permettre d'y répondre. Un programme complet qui prévoyait notamment d'initier une croissance inclusive, un développement durable, mais aussi des sujets beaucoup plus pragmatiques comme renforcer la connectivité régionale en permettant l'extension des réseaux routiers, notamment ferroviaires, portuaires, en assurant une gestion durable de nos ressources, notamment hydrauliques. Et on y reviendra, ça c'est un grand sujet pour nous dans le développement des infrastructures qui nous attend. Mais également en passant par la digitalisation de l'administration publique. Alors, parallèlement à ce nouveau modèle de développement qui a mené des conclusions fortes, notamment la structure de l'investissement global au Maroc. Ça a été dit par M. Ben Chaboun. Il y a un constat majeur de l'équipe, de la commission du nouveau modèle de développement qui est, tout d'abord, le taux d'investissement au Maroc est élevé. Il fait partie des plus élevés dans le monde, rapporté au PIB. On est sur un taux d'investissement de près de 30%, quand la moyenne de l'OCDE est autour de 22%. Mais quand on zoome sur ce taux de 30%, on se rend compte que en fait, les 2/3 sont portés par le secteur public. Et donc, effectivement, l'enjeu et l'un des objectifs de ce nouveau modèle de développement du royaume, c'est d'inverser ces ratios-là et de passer à 2/3 d'investissement privé et 1/3 d'investissement public, sans pour autant baisser la dépense publique. Donc, il y a une conclusion qui est évidente. Pour pouvoir opérer cette inversion, il faut qu'on puisse enclencher des partenariats publics-privés dans le développement de nos infrastructures. On ne pourra pas y couper. Même si on développe l'investissement privé dans les secteurs productifs, la taille des investissements d'infrastructures est telle qu'il va falloir qu'on passe par le privé, y compris pour développer cette infrastructure. C'est une bonne nouvelle pour le Maroc parce qu'on s'est déjà distingué sur la période 2011-2021 dans notre région sur le développement des PPP. On a près de 12 milliards d'euros de transactions qui ont été cumulées en PPP, ce qui est quand même 3 fois la moyenne régionale, ce qui montre que voilà, il y a déjà au moins une amorce de ce programme de développement de PPP. Et dans le cadre du déploiement de la nouvelle charte de l'investissement, nous avons déjà identifié un portefeuille qui permettra de répondre après une centaine de projets pour un montant de 14 milliards d'euros dans des secteurs tels que le transport, l'eau, la gestion des déchets, la santé, l'éducation. Donc voilà, c'est des premières projections qu'on a fait au niveau de notre agence et qui peuvent se traduire par des opportunités concrètes pour les gens qui sont actifs dans ces secteurs-là. Une fois qu'on a fait le bilan de ces 25 ans de développement de l'infrastructure, qu'on se pose les bonnes questions et qu'on commence à placer les objectifs à long terme à horizon 2035, on a un troisième effet qui est il va falloir qu'on aille plus vite. On a des catalyseurs en fait, du développement de cette infrastructure au Maroc, certains qui ont été justement travaillés de manière proactive et d'autres dont on nous sommes finalement
les heureux bénéficiaires, qui est le contexte géostratégique qui est le nôtre aujourd'hui. On doit accélérer la transition énergétique, parce que la power map énergétique de nos pays partenaires européens a changé, et donc le Maroc a un rôle beaucoup plus important à jouer. Et il doit le jouer beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Donc ça c'est un catalyseur du développement des projets d'énergie, de production, mais aussi de stockage, et j'y viens. C'est probablement la plus grande transformation que va connaître le Royaume d'ici à 2030. On doit aller vite et on doit massivement décarboner notre économie, mais aussi vous aider à décarboner la vôtre et les vôtres, les économies européennes. Selon l'Agence européenne des énergies renouvelables, l'Agence internationale des énergies renouvelables, le potentiel ENR au Maroc, c'est près de 46 000 gigawatts. 46 000 gigawatts. 40 000 pour le solaire, 6 000 pour l'éolien. Et c'est un potentiel qui est facilement, rapidement exploitable, du fait de la faible densité de population dans les régions où on a le meilleur ensoleillement, par exemple. Et du fait que l'énergie éolienne, on peut le faire onshore facilement. Et aussi du fait que le Maroc a un véritable track record. On a appris à développer les énergies renouvelables dans notre pays. Vous l'avez rappelé, M. Benchaboun, on était à près de 38%, maintenant 40% de capacité ENR dans notre mix total. Donc on a ce potentiel qui va se traduire par le fait que, par deux sujets principaux. D'abord, les molécules qui vont vous permettre de décarboner, l'hydrogène vert, et ça a été rappelé, il y a eu des signatures à l'occasion de la visite présidentielle, la visite d'État. Et il y a également le stockage. Et les projets dans le stockage sont très importants à double titre. Un, pour permettre l'utilisation et le recours aux énergies renouvelables intermittentes, mais également pour assurer la transition de la mobilité vers la mobilité électrique. Vous avez besoin de batteries. Et ces grands projets, en eux-mêmes, sont quasiment des projets d'infrastructure. Donc on est sur de la production de batteries, une filière qui est en train de s'installer, de la production d'hydrogène vert avec une filière qui est en train de s'installer, mais vu la taille de ces projets, leur emprise au sol et leur impact sur l'économie, on est dans la même logique que des grands projets d'infrastructure. Ils vont appeler eux-mêmes au développement d'infrastructures dédiées. Je prends un exemple, la Gigafactory, la première Gigafactory d'Afrique et du Moyen-Orient, de la zone IMIE, elle est au Maroc. C'est le projet Gotion, qui est donc un acteur sino-allemand. Et juste sa première tranche, donc c'est une capacité de 20 gigawattheures de batterie, va nécessiter 800 mégawatts d'ENR. Vous voyez les impacts directs. Et je ne parle même pas du raccordement ferroviaire qu'il faut prévoir, des grands projets de connexion même à l'autoroute. Donc tout ça va se traduire par énormément d'infrastructures additionnelles, au-delà de celles qui sont programmées. Et pourquoi je dis qu'on est dans une accélération, au-delà des enjeux qui sont ceux de décarbonation des pays européens, c'est parce que ces grands projets, que ce soit l'hydrogène vert ou la production, le développement de stockage, ils ont des démarrages de production qui sont à 2028. Donc ça démarre tout de suite. Donc voilà, on a de véritables catalyseurs du déploiement des grands programmes d'infrastructure. Et puis aujourd'hui, ça se retrouve dans nos chiffres et dans les ambitions qui sont renouvelées. Si on prend l'infrastructure énergétique, aujourd'hui ça a été dit, on avait une ambition qui était 52% d'énergie renouvelable dans le mix total en 2030, on passe de 52 à 62. C'est un effet immédiat. Aujourd'hui, à très court terme, Mazen et l'ONE ont annoncé près de 4,2 gigawatts de capacité additionnelle en énergie renouvelable. On a augmenté les budgets de 1,5 milliard d'euros pour le programme de développement de l'énergie verte au Maroc entre 2024 et 2027, 1,5 milliard d'euros par an. L'un des grands projets phares, et je suis sûr que certaines personnes dans la salle ont dû le suivre, c'est la fameuse connexion de Dakhla à Casablanca en THT, d'une capacité de 3 gigawatts. Et ça, c'est que la première phase, parce que le besoin est encore plus important. Donc forcément, on va continuer d'augmenter cette capacité. Mes amis du ministère de l'Énergie m'ont même rappelé que notre cadence d'investissement dans le réseau doit être multipliée par 5 dans les 3 prochaines années. Donc voilà, on est vraiment en train de... Quand je vous parle d'accélération, c'est phénoménal ce qui nous attend. Et sans compter, bien sûr, toutes ces nouvelles activités industrielles extrêmement énergivores qui appellent à la développement de la consommation du gaz naturel. Et donc, dans ce cadre-là, le grand projet royal du gazoduc Afrique-Atlantique prend encore plus de sens pour le Royaume, sans compter les projets qui avaient été évoqués de terminal gazier. Tout ce développement-là,
on le fait de manière à respecter aussi nos ressources, et c'est pour ça que la gestion de l'eau a été mise au cœur de la vision royale. On a déjà 15 stations de dessalement actives au Maroc. On prévoit la construction de 20 stations de dessalement additionnelles à l'horizon 2030. L'objectif, à 2030, c'est près de 50% de l'eau consommée qui doit provenir justement des stations de dessalement, pour un objectif d'1,3 milliard de mètres cubes d'eau par an produits par ces stations. Et ce n'est pas uniquement que des grands objectifs annoncés. Pour ceux qui ont suivi la visite d'État du président Macron, on a des projets concrets qui sont en train de se lancer, notamment la plus grande centrale de dessalement d'Afrique et la deuxième au monde, d'une capacité de 300 millions de mètres cubes par an. Donc ce n'est pas juste talk the talk, c'est aussi walk the talk. Et on y arrive. Et on les développe justement avec cette sophistication qui était de pouvoir faire des montages qui nous permettent de répondre à ces besoins de financement. L'infrastructure ferroviaire, vous avez vu les annonces, c'est un enjeu de décarbonation aussi du transport chez nous. Et donc avec cette extension de la ligne de Kenitra vers Marrakech, près de 430 km de ligne à grande vitesse qui doit être réalisée avant 2030. Et donc le budget a été estimé à près de 5 milliards d'euros. Et si on ajoute à ça le plan de l'ONCF, qui est à 2040, qui est d'assurer une couverture du territoire national de près de 87%. Là, on est encore sur des budgets qui sont colossaux et qui devront être montés en PPP. L'infrastructure portuaire qui est également concernée, on a un programme prévisionnel qui est de modernisation et de verdissement des ports de l'Agence nationale portuaire qui est de près de 1,5 milliard d'euros d'ici à 2030. Mais ça, c'est uniquement pour la modernisation et le verdissement, sachant qu'on a aussi le développement des grands nouveaux ports, celui de Dakhla, le port Dakhla Atlantique, qui est dans le budget de près de 1,2 milliard à date, étendu sur 1600 hectares, qui va permettre justement de connecter, et ça fait partie de la vision de l'arc atlantique, de connecter les pays du Sahel au littoral et de leur donner accès aux marchés internationaux. Donc il y a énormément de développements qui sont attendus, et vous avez parlé, monsieur le directeur général, de l'effet qu'a eu le port de Tanger-Med sur la région de Tanger. Eh bien, Dakhla Atlantique va avoir ce même effet sur toute la région du Sud et permettra une meilleure connexion des pays de la région subsaharienne. Et ce n'est pas l'unique port, hein. On a aussi Nador Westmed qui rentre bientôt en activité, pour lequel justement il y a une signature dans le cadre de la visite présidentielle. Donc je vous dis, c'est vraiment dans tous les domaines. L'infrastructure aéroportuaire, on doit multiplier les capacités, on doit doubler, quadrupler certains aéroports d'ici à 2030 pour faire face au flux de passagers qui vient dans le cadre de la Coupe du Monde notamment. Et pas que, puisque le tourisme est en train aussi de connaître énormément de croissance et l'afflux touristique continue de se confirmer. L'infrastructure numérique doit suivre, et là je sais qu'il y a des gens qui en parleront beaucoup mieux que moi, qui sont au cœur de ces sujets de développement numérique, mais juste quelques chiffres. La stratégie de Maroc Digital 2030 prévoit une couverture 5G de près de 70% du territoire, avec un objectif très concret de 25% à horizon 2026, un premier seuil. Donc tout ça, voilà, c'est du déploiement de réseau, c'est des opportunités additionnelles pour vous. Dans le cadre de cette infrastructure, du développement de l'infrastructure numérique, une enveloppe de 700 millions d'euros quand même a été débloquée déjà l'année dernière pour pouvoir encourager le développement de cette infra. Et puis l'infrastructure sportive aussi. On a des stades à construire, on a un grand stade à construire, le stade de Casablanca, 115 000 places, c'est phénoménal. Et en plus, on veut le construire intelligemment, avec tout le volet de la legacy. Je sais que vous avez développé une véritable expertise ici avec les Jeux Olympiques. Mais on veut vraiment créer quelque chose de durable à travers ces infrastructures sportives que nous comptons développer. Donc il y a des rénovations qui sont attendues et des montages ambitieux, audacieux, qu'il va falloir penser pour être au rendez-vous. J'ai voulu terminer mon mot, excusez-moi si j'étais un peu long, mais voilà, on est resté en plus à la surface, mais on est à votre disposition pour détailler ces opportunités qui s'offrent à nous d'ici à 2030. Mais on a choisi la Coupe du Monde enfin parce que c'est la bonne allégorie de ce qui se passe au Maroc. Cette Coupe du Monde, on la co-organise avec nos partenaires européens. Et puis cette nouvelle phase du développement du Royaume, on a bien envie de la coécrire avec vous. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Je rajouterai au changement de paradigme le changement de dimension et la nécessité, encore plus que tout à l'heure, de mobiliser le financement privé
pour accompagner ces évolutions et beaucoup d'innovations et de nouvelles solutions. Et justement, monsieur le directeur général, monsieur Benchabou, nous aviez évoqué le protocole signé avec 3 institutions françaises. Marie-Laure Mazot, qui est aujourd'hui avec nous, qui dirige une des institutions en fait, qui a été évoquée, qui est STOA. Marie-Laure, en quelques mots, cet accord. Je vais être assez rapide parce que je veux laisser la place à tout le monde. Merci beaucoup Mohamed et merci Ali d'avoir dressé ce panorama qui est quand même extrêmement motivant, très ambitieux. Je pense que le partenariat que l'on a signé avec vous et avec aussi en présence du groupe AFD et de BPI France illustre bien l'ADN commun que nous avons et les complémentarités qui se présentent à nous, à la fois et en termes d'exigence en matière de conformité, de transparence et de durabilité et de partage d'expérience. Je pense qu'on a à écrire une feuille de route qui est importante et qu'il faut qu'on puisse délivrer rapidement à travers des premiers exemples très très concrets. Donc les équipes se rencontrent et pour justement établir cette feuille de route et ce pipeline dans des domaines que l'on connaît voilà, chacun et sur lesquels on va pouvoir exercer fortement nos complémentarités. Merci. Merci beaucoup Marie-Laure et merci d'avoir respecté les interventions courtes. Je me tourne vers nos panélistes et nos invités et on va continuer donc autant que possible d'avoir des réponses très courtes et ciblées aux questions, de telle sorte à ce qu'il y ait un échange sur les différentes thématiques. On a évoqué l'innovation financière. On a voulu mettre l'innovation au centre de nos débats. On a invité Innovix, Atmet Lemseni. Atmet Lemseni, qu'est-ce qu'Innovix ? En fait, je crois en fait peu de gens connaissent Innovix, en tout cas aujourd'hui à Paris. Qu'est-ce qu'Innovix ? Quel est son rôle ? Comment vous investissez ? Vous êtes investisseur, développeur. Comment est-ce que vous vous déployez ? Merci Karim, bonjour à tous. Donc Innovix, c'est un impact business builder multisectoriel. Nous sommes la filiale de l'université Mohamed VI Polytechnique et sommes membres de l'écosystème groupe OCP. Notre vocation, c'est de combiner le métier du développement et de l'investissement pour explorer, concevoir, construire et développer des entreprises et des écosystèmes innovants à fort impact environnemental et social. Nous avons décliné ça dans une feuille de route stratégique sur un pipe qui est à peu près de 15 milliards de dollars, où on a plusieurs projets sur 3 grands secteurs, l'agriculture et l'eau, l'énergie et la chimie de spécialité, et qui ont pour vocation de contribuer à la transition énergétique, la souveraineté alimentaire et aussi l'ancrage industriel et technologique du Maroc. Nous nous appuyons sur, bien sûr, la capacité R&D de l'université, qui est notre maison mère, mais aussi sur la capacité à sceller des alliances stratégiques dans le cadre d'une démarche écosystémique. Nous avons vocation aussi à agir comme catalyseur avec des projets qu'on monte, qu'on développe, qu'on explore, et aussi d'inviter des partenaires à venir co-investir avec nous dans ces projets. Merci beaucoup. Atmen, j'ai une deuxième question. Comment en fait vous ressentez, puisque vous êtes en interaction avec les acteurs internationaux, notamment les investisseurs internationaux, est-ce que vous sentez qu'il y a un momentum des investisseurs, puisqu'on a vu que le pipe était relativement fourni, même très fourni. Est-ce que vous sentez qu'il y a un momentum, enfin en tout cas des investisseurs au Maroc ? Clairement, je pense qu'aujourd'hui nous sommes positionnés sur des technologies du futur. Vous avez parlé des molécules vertes, de la transition énergétique. Je pense que c'est des problématiques qui concernent aujourd'hui un peu tout le monde. Je pense que le positionnement du Maroc comme une terre très attractive pour par exemple ces énergies renouvelables fait qu'il y a un engouement global. Il y a des challenges bien sûr sur le financement, parce que c'est ça, je pense que le plus gros challenge aujourd'hui. Mais je pense qu'on a cité précédemment qu'il faut maintenant de l'innovation. Donc nous, par exemple, nous considérons aujourd'hui donc l'accélération du Project Finance comme un des instruments phares. Même si le Project Finance, le problème, c'est que des fois, il met un peu de temps à se mettre en place. Mais c'est un instrument qui aujourd'hui va devenir très important. Nous explorons, par exemple, de la dette privée, au-delà de la dette bancaire, et d'autres solutions qui vont venir combler le financement classique des banques. Et par ailleurs, sur l'equity, nous avons des discussions avec des partenaires stratégiques
et des partenaires financiers pour boucler le financement sur ces projets-là. Merci beaucoup. Je poursuis toujours sur l'innovation financière, l'innovation dans les solutions. Hi24, qui est... Ahmed Chalifi, je vais vous laisser présenter Hi24, dire ce qu'elle fait, et puis en fait, en même temps, aborder un sujet sectoriel qui est l'hydrogène. On parle beaucoup d'hydrogène au Maroc. Qu'en est-il? Comment est-ce que vous le percevez? Et puis, comment est-ce qu'en fait le rôle d'Hi24, M. Terry tout à l'heure, en parlant, il a évoqué en fait, qu'il y avait des sujets d'infrastructure, mais on a aussi également des sujets qui ressemblent plus à du private equity et qui a une interaction entre ces différentes activités qui élargissent le périmètre des infrastructures. Comment Hi24 fonctionne? D'abord, qu'est-ce que Hi24, comment il fonctionne et que pensez-vous de l'hydrogène? Alors Hi24, c'est une société de gestion qui a été constituée en 2021 en associant les forces d'Ardian, qui est l'un des plus grands gérants de fonds mondiaux, avec des experts de l'hydrogène. On s'est constitué comme une société de gestion dédiée à l'hydrogène. On a levé en 2022 un fonds de 2 milliards dédié aux investissements et aux infrastructures hydrogène. C'est devenu le plus grand fonds dédié à l'hydrogène au monde, dans lequel on a comme investisseurs des grands groupes industriels. Donc on a les plus connus, c'est Air Liquide, Total, Vinci, Plug, Chart, Baker Hughes, Airbus, Engie, EDF, il y en a beaucoup d'acteurs industriels et puis beaucoup d'institutionnels du monde entier. À la suite de ça, on a déployé 600 millions d'euros dans des projets d'infrastructure dans le monde et on a constitué une sous-plateforme dédiée aux technologies, à l'innovation et au dérisking de la chaîne d'approvisionnement. Voilà. Donc c'est un deuxième fonds qui va avoir une taille de 500 millions, qui est en cours de levée, qui vise à compléter en fait l'offre sur l'hydrogène en associant en fait deux dimensions. D'un côté, il faut des molécules, il faut les produire. De l'autre, il faut des équipements. Et idéalement, il faudrait que ces deux enjeux se complètent. Alors, c'est le cas au Maroc, puisque le Maroc a aujourd'hui une place stratégique, je dirais, dans le monde sur la question de l'hydrogène vert. Elle est aux confins en fait de plusieurs enjeux de souveraineté. Souveraineté technologique industrielle, souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire. Puisqu'aujourd'hui, une grosse partie de l'engrais qui est exporté vers l'Europe pourrait être décarboné et produite localement plutôt que de faire l'objet d'importations. Donc on a un enjeu majeur et les ressources renouvelables exceptionnelles du pays, du royaume, font que c'est un endroit où, évidemment, en tant qu'investisseur dédié à l'hydrogène, on doit regarder. Et on a choisi stratégiquement de regarder ça de très près. En réfléchissant justement à se dire comment est-ce qu'on peut accompagner les projets qui vont avoir une capacité de production à des coûts qui vont être extrêmement compétitifs, mais aussi comment est-ce qu'on va s'assurer qu'on n'est pas juste dans une logique d'export-import de molécules, mais dans une logique en fait de co-construction d'écosystèmes, en faisant en sorte que les équipementiers se positionnent localement, en créant des écosystèmes technologiques, des clusters, comme le fait Innovix d'ailleurs, avec une logique de R&D, avec une logique de faire venir des sociétés pour la partie industrielle, la partie pilote, la partie développement. Et en fait, nous, on peut avoir une offre complète, tous ces aspects-là. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on se positionne, à la fois comme apporteur de solutions de financement, mais aussi comme contributeur au développement d'écosystèmes. Merci beaucoup, Amir. Le Maroc, vous y êtes? C'est un positionnement ou c'est en perspective? On souhaite y investir. On n'a pas encore de projet concret aujourd'hui. Donc on discute beaucoup avec l'écosystème local pour essayer de trouver les meilleurs projets et apporter notre expertise. Parce qu'en fait, ce qu'on apporte, c'est le fait qu'on a aujourd'hui investi dans 9 projets dans le monde. Certains sont déjà au stade de la production, d'autres au stade de la construction, notamment par exemple un projet en Suède de réduction de l'oxyde de fer pour construire une nouvelle aciérie dédiée, une nouvelle aciérie verte qui aurait l'hydrogène comme source. Là, on est en train de le construire. C'est un projet à 6 milliards. Donc là, on voit en fait ce qui marche pas. On a des expériences aussi en Espagne, on a des expériences dans les pays nordiques. Donc on voit en fait quels peuvent être les freins, les enjeux, les difficultés, et on peut apporter cette expertise en plus du financement. Très bien, merci beaucoup. Ma question n'était pas anodine parce qu'en fait, il y a dans l'auditoire, en tout cas, en fait, des personnes qui s'intéressent à ce sujet de manière, des industriels qui s'intéressent à ce sujet de manière très précise. Peut-être en fait, quand on aura tout à l'heure des questions de la salle, peut-être qu'on y reviendra. J'ai envie de dire Stoa, on en a parlé tout à l'heure.
Pierre, une question très directe. Donc, vous intervenez un petit peu dans de nombreux pays émergents, notamment le Maroc. Comment faire pour améliorer, attirer ces investisseurs en masse internationaux, d'après vous? Je pense, enfin merci Karim, je pense que la joint venture dont on est très content et très fier de participer est assez révélateur en fait de ce qu'on sait faire et de ce qu'on pense pouvoir pousser à travers le monde. Et le Maroc est effectivement un pays de choix pour nous. Je pense que et d'ailleurs on est sans doute la bonne personne avec qui signer cette joint venture, parce qu'on est nous-mêmes une joint venture entre la Caisse des dépôts et l'AFD. Il y a quand même des principes fondamentaux auxquels on croit beaucoup à travers cette joint venture, qui est le l'égal à égal. On est un partenaire de long terme et on investit aujourd'hui en minoritaire, et donc on a besoin de partenariats forts, et on croit vraiment à ce type de partenariat mutuellement bénéfique. Enfin, c'est des termes que d'ailleurs le président Macron a repris, enfin, ou en tout cas a évoqué lors de ses allocutions. Donc on croit à ce type de partenariat à travers le monde, et particulièrement au Maroc. On pense que, et c'est un peu peut-être à ton instar aussi, c'est qu'on croit au développement, c'est-à-dire qu'on croit pas nécessairement à des projets tout faits, tout ficelés dès le départ. Voilà. Il faut les développer, il faut accepter cette incertitude, il faut accepter de remonter la chaîne de valeur, et c'est clé aussi pour nous. Donc il faut avoir une espèce d'agilité intellectuelle ou mentale pour ce faire. Ensuite, il y a un troisième aspect qui est le fait de catalyser, de fédérer des montants. Et alors, Monsieur le directeur général, Ali, je pense que la liste de tous les projets que vous avez listés est impressionnante. Évidemment, on sera ravis de participer à un bon nombre, en tout cas maximiser notre participation, mais ça fait beaucoup. Voilà. Donc il faut fédérer, amener des capitaux sur le territoire, et on sera clairement ravis de le faire, et de fédérer aussi au sein de cette même JV, d'être le réceptacle de capitaux dans cette aventure. Merci beaucoup Pierre, et c'est un peu tout l'objet en fait de la manœuvre d'aujourd'hui, enfin en tout cas de notre réunion d'aujourd'hui, et mobiliser les investisseurs internationaux, les acteurs internationaux. Hind Shawqi, vous êtes de Standard Chartered. Vous regardez, alors je ne sais pas exactement quel est le terme exact, vous regardez, vous suivez le Maroc de très près, et où en êtes-vous au Maroc? Donc, merci beaucoup Karim, et merci de m'avoir invité ici. Donc, nous, Standard Chartered, on est une banque de marché émergents, et notre mission, c'est de connecter nos clients à travers le monde, dans les marchés développés comme dans les marchés émergents, aux pays émergents dans lesquels nous sommes présents ou auxquels on s'intéresse, tout comme le Maroc. Donc, la première chose, c'est que Standard Chartered est implanté dans toute l'Asie, à travers l'Asie. On a une énorme présence en Chine, par exemple, et nous sommes également une des plus grandes banques internationales en Afrique aujourd'hui. Donc notre présence au Maroc, j'ai envie de dire pourquoi pas, puisque le Maroc aujourd'hui est au centre de tout ça, et au centre de beaucoup de sujets d'investissement des Chinois sur le Maroc, et également au centre de beaucoup de discussions avec le reste de l'Afrique. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de supporter nos clients dans leur stratégie de trade finance, par exemple. Le Maroc est typiquement, par exemple, l'OCP, Innovex appartient à l'OCP, à des marchés à travers toute la Terre, dont certains très gros sur les marchés émergents, comme le Bangladesh, comme l'Amérique latine, etc., etc. On les supporte dans ces zones-là. Et on peut également les aider dans tous leurs projets de financement de projets, financement à l'exportation. Comme mes collègues ont expliqué, ce sont des énormes... il y a 20 milliards d'infrastructures à construire dans les prochaines années, et donc vraiment on a énormément de place à faire. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a commencé à regarder sur le Maroc?
On a un certain nombre de clients chinois et coréens qui s'intéressent au Maroc, notamment sur le secteur des EV, des electric vehicles. On a une certaine connectivité de toutes les entreprises marocaines sur l'Afrique pour construire de l'infrastructure en Afrique. Donc ça, ce n'est pas spécifiquement sur le Maroc, mais on supporte déjà les entreprises marocaines qui s'implantent, qui font des projets en Afrique. Et finalement, au Maroc, tous les projets d'infrastructure nous intéressent énormément. Vous avez parlé de l'hydrogène. Nous, on a financé et structuré le projet NEOM. On a joué énormément de rôles sur le projet NEOM en Arabie Saoudite. C'est le plus grand projet d'hydrogène vert au monde, je pense, qui est aujourd'hui, ou en tout cas sur les marchés émergents, qui est absolument colossal. Et on a aidé à le structurer depuis le départ et on l'a mené à bout et on a été mandated lead arranger sur ce projet. On a joué un rôle très important sur l'énergie renouvelable à travers le Moyen-Orient, vu qu'on a une énorme présence en Arabie Saoudite, on a une énorme présence aux Émirats Arabes Unis et également dans tout ce qui est dessalination. Donc, la dessalination a commencé en Arabie Saoudite et on a accompagné tous ces projets de dessalination. Vous avez parlé de Coupe du Monde, le TGV, on regarde de très près, on a fait énormément de projets TGV, on a fait des stades, on a fait des routes à travers tous les pays émergents, en Afrique et en Turquie et à travers l'Asie également. Les ports, on a supporté DP World, on a supporté Duqm, on a supporté Abu Dhabi Ports. Le pipeline de gaz, on a financé énormément de projets de gaz à travers l'Afrique. Donc, on regarde de très près le projet de pipeline Nigeria-Maroc en ce moment. Et finalement, je voudrais juste dire que notre banque a pour projet de mobiliser 300 milliards de dollars de financement, soit sur le vert, soit sur la transition énergétique d'ici à 2030. Donc on espère que tous ces projets au Maroc vont nous aider à remplir ces objectifs. Merci beaucoup, voilà. Linde. Effectivement, ça fait des projets supplémentaires par rapport à ceux qui ont été évoqués. En fait, dans la structuration en fait, de la session, il y a un sujet qui est très important, qui est le digital. Orange Maroc est avec nous, Hindelfell. Le Maroc vient de... M. Seddiqi a évoqué le plan digital Maroc 2030. Qu'en est-il? De quoi il s'agit? Puisqu'il a fait référence que vous étiez l'experte durant son discours. Qu'en est-il? Merci Karim, merci pour l'invitation. Alors en effet, donc, le Maroc a annoncé sa stratégie Maroc Digital 2030 il y a quelques semaines pour amener en fait à un autre niveau, le niveau de digitalisation du Maroc et de nos infrastructures digitales. Alors pour revenir à 1999, je pense que c'est important aussi parce que c'était l'année d'ouverture, donc d'accession au trône de Sa Majesté, mais d'ouverture aussi du marché des télécoms au Maroc, qui a connu la création de la société Meditel qui est aujourd'hui Orange, en fait, qui est devenue Orange en 2016 et qui est un beau PPP, puisqu'on est 25% la CDG, donc une entreprise publique, le bras armé de l'État dans les investissements, un autre groupe au capital, un groupe marocain, et donc le groupe Orange. Et donc depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, en 25 ans, le Maroc a connu un bond gigantesque en termes d'infrastructures télécom et aussi l'indice de développement des technos de l'information de communication de l'UIT aujourd'hui, qui est sorti l'année dernière, nous donne un score à 85%, qui est parmi les plus élevés au monde. Il faut le dire, la moyenne mondiale est à 72% et l'Afrique est à 47,4%. Aujourd'hui, on peut compter à peu près 99% de la population qui est connectée en 4G, 152% d'intégration du mobile et un taux de pénétration d'Internet de 103,4%. Alors, qu'est-ce que va nous apporter cette nouvelle stratégie du digital 2030? Elle a des objectifs très clairs en termes de connectivité fixe. Donc, il y a un très gros projet de très haut débit. Sur le FTTH, aujourd'hui, on est à 2,9 millions de prises. L'objectif, c'est de porter ce nombre à 4,4 en 2026 et à 5,6 en 2030. Nous avons tous la perspective de la Coupe du Monde en vue et de la Coupe d'Afrique. Également la 5G, où il est prévu de connecter à peu près 25% de la population en 2026 et 70% en 2030, ce qui
ce qui est énorme. Donc les investissements qui seront autour de ces infrastructures vont être très importants. Donc ça, c'est un des catalyseurs de la stratégie. Alors en fait, bon, je peux revenir sur la stratégie à 2 piliers. Il y a un pilier sur tout ce qui est gouvernement, e-gov, etc. Il y a la partie de l'économie digitale dans sa globalité avec 3 enablers. Donc il y a l'enabler de la connectivité dont je viens de parler, sur le FTTH et la 5G. Il y a l'enabler du cloud, parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important si on veut développer cette économie numérique. Et je pense que le Maroc, aujourd'hui, a une vingtaine à peu près de data centers, avec un peu moins de 10 gigawatts qui sont opérationnels. Et l'objectif, c'est aussi d'augmenter ses capacités pour faire en sorte qu'on puisse avoir tous les hyperscalers qui doivent être présents au Maroc, qui font partie de cette stratégie digitale, c'est de pouvoir amener les hyperscalers au Maroc. Et il y a 2 gros projets déjà qui sont en cours. Il y a un projet avec AWS que Orange a signé l'année dernière et on est déjà en test. Et un projet également avec Oracle, mais pas que. En fait, l'ensemble des hyperscalers doivent venir aujourd'hui pour être présents au Maroc, pour avoir en fait l'hébergement, comme vous le savez, des data sensibles, et puis pour pouvoir construire en fait cet écosystème qui va nous permettre d'avoir des projets marocains avec des solutions marocaines qui sont développées par un écosystème marocain. Donc il y a les data centers, donc le cloud, la connectivité, et puis toute la partie formation aussi. Formation. Et l'intelligence artificielle, c'est un des enablers très importants qui est prévu aussi. Il y a de très gros investissements qui sont prévus autour de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, notre nouvelle ministre du digital, de la transition numérique, est une experte de ces sujets-là. Et donc, je pense que ça va nous permettre d'accélérer ces projets. Merci beaucoup, Inde. Je voulais qu'on parle de beaucoup d'autres sujets en plus de tous ceux que tu viens d'évoquer. Je me tourne très rapidement. En fait, les infrastructures numériques sont importantes. La Fédération française des infrastructures numériques suit cela de très près et s'est rendu même lors de la présentation officielle, je crois, en fait, il y a quelques mois. Philippe Legrand, qui est aujourd'hui avec nous. Comment vous voyez les choses, comment vous les analysez et quelle serait votre question ? Je les vois de façon, merci Karim, je les vois de façon très positive. Je ne vais pas rappeler tout ce qui a été dit par Orange Maroc et qui atteste de la dynamique marocaine excellente. Je voudrais ajouter l'interdépendance qui existe aujourd'hui entre la filière des infrastructures numériques françaises et marocaines. Beaucoup d'entreprises françaises sont implantées au Maroc. Le Maroc a une formation de grande qualité, ça a été évoqué, avec 19 000 ingénieurs produits chaque année. Et il faut savoir aussi que le succès du plan France Très Haut Débit tient aussi dans la capacité que nous avons eue à nous appuyer sur les ingénieurs marocains pour réaliser une partie de nos études. Donc cette histoire, elle est là. Et ce que nous souhaitons développer ensemble, c'est la capacité, bien sûr, à relever les challenges incroyables qui ont été évoqués sur les data centers, sur la téléphonie mobile, enfin 5G et sur le développement de la fibre dans le royaume, mais aussi pour aller au-delà, pour construire ensemble sur l'ensemble du continent grâce à cette interdépendance qui existe déjà. On a vu à quel point les liens s'étaient soudés ou ressoudés et à quel point, par contre, l'interdépendance de nos 2 filières n'a jamais été démentie. Elle en ressort renforcée et j'espère bien pouvoir jouer un rôle dans la coopération, le renforcement de cette coopération, d'abord au Maroc et ensuite par rebond dans les autres pays du continent. Merci beaucoup Philippe. Donc je retiens qu'il faudrait qu'on renforce les liens encore davantage au-delà des liens financiers et industriels. Je me tourne, puisque le temps est compté, il ne nous reste plus beaucoup de temps, je me tourne vers la salle pour... y aurait-il des questions auxquelles on pourrait apporter des réponses ? Peut-être que je peux juste rajouter quelques milliards de dirhams de pipes qui ont déjà été évoqués. On a estimé de façon vraiment très grosse maille entre le FTTH et la 5G, c'est un peu plus de 10 milliards qui doivent être investis d'ici 2030. De dirhams. Vraiment la première grosse maille. Donc voilà, si on peut rajouter ça. À la liste. Oui, je vous en prie. Déjà, je voudrais commencer d'abord par vous remercier sincèrement pour votre participation et toutes ces informations que vous nous avez partagées. Vous évoquez très souvent l'échéance de 2030 avec des projets très ambitieux. Mais pour vous, c'est quoi le Maroc post-2030 ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Comment vous l'imaginez ? Et peut-être, ça serait quoi les investissements post-2030 ? On est toujours sur les infras.
Merci pour cette question. D'abord, le fait d'avoir des jalons avec des horizons en matière d'investissement est fondamental pour mobiliser les hommes et les femmes, mais aussi pour mobiliser les financements et s'organiser en conséquence pour ce faire. On a effectivement donné un aperçu de ce qui est en train de se faire. On n'a pas beaucoup le temps pour s'étaler sur les aspects institutionnels, etc. Mais il y a toute une organisation qui permet cette organisation, ces moyens humains et ces infrastructures qui sont en cours de déploiement, ou parfois uniquement à l'étape étude, mais dont l'échéance 2030 est fondamentale, en fait vont servir à construire effectivement ce Maroc post-2030. Alors, les choses ne sont pas aussi tranchées en disant en 2030 on sera là et au-delà de 2030 on sera différent, mais simplement le fait que quand on met beaucoup d'argent dans l'infrastructure, la finalité n'est pas l'infrastructure en elle-même, même si évidemment c'est une utilité dont on a besoin. La finalité est de pouvoir construire des écosystèmes autour d'une infrastructure. Tout à l'heure, je parlais de l'exemple de Tanger-Med, c'est une infrastructure importante, portuaire, qui est évidemment devenue une référence en Méditerranée, puisque c'est le premier port à conteneurs. Mais ce qui était important, c'est que Renault s'est installé parce qu'il y avait Tanger-Med. Et parce qu'on a garanti à Renault tout un ensemble d'infrastructures en matière d'approvisionnement d'énergie, etc. Et on a construit une petite ligne ferroviaire spécifiquement pour cela. Donc il y a une infrastructure dont la finalité est de ramener effectivement de grands donneurs d'ordre, comme ce qui s'est passé il y a quelques années avec Renault, qui a été suivi quelques années plus tard par Stellantis. Et aujourd'hui, c'est Renault et Stellantis qui, ensemble, ont ramené pas mal de sous-traitants. Et l'industrie automobile, au Maroc, ça représente 200 000 emplois. Donc ce n'est pas l'infrastructure en elle-même, et le premier catalyseur et dont la finalité est de pouvoir créer une dynamique économique et de l'enclencher. Et c'est cette dynamique économique qui est recherchée, parce qu'une fois que l'infrastructure est construite, c'est fini. C'est un peu comme quand vous construisez un immeuble, quand vous avez terminé l'immeuble, il n'y a plus rien. Mais par contre, l'industrie est permanente. Les emplois que vous créez par l'industrie, et surtout quand vous montez en termes de création de valeur, vous créez des emplois, et des emplois qualifiés, et qui créent une dynamique qui elle-même est vertueuse. Donc, quand on a parlé d'un ensemble de projets, je ne vais pas revenir sur chacun, mais si on ne prend que la partie énergie, la mise à disposition d'une énergie et d'une énergie verte, évidemment, est la première et la meilleure promesse qu'on peut donner à tous ceux qui veulent venir se greffer sur cette énergie pour créer une industrie décarbonée, pour exporter à partir du Maroc, pour exporter ou construire une plateforme d'exportation à partir du Maroc pour le continent ou ailleurs. Donc la mobilisation autour d'une échéance n'est qu'un moyen de pouvoir construire effectivement une ambition qui est celle d'un Maroc évidemment qui capitalise sur ses acquis, l'ouverture, la stabilité, etc., pour avoir effectivement pouvoir définitivement rentrer dans le club des pays émergents. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Je suis vraiment désolé, mais on est pris par le temps, donc je vous demande d'applaudir nos intervenants, que je remercie très chaleureusement.